chacune et chacun. Euh, Comme il y a cette histoire de pandémie, ces programmes qui ne se produisent plus, il n'y a plus rien de public, évidemment, la caméra est et reste pour le moment le seul moyen de vous parler. J'aimerais vous parler de mes livres, en commençant par 2016, parce que j'en ai fait avant, mais disons que c'est pas exactement la même chose. Là c'est vraiment le premier roman. D'autres choses que j'ai faites avant sont plutôt des essais ou des nouvelles. Il s'agit de Tigre de papier. C'est en fait une dystopie, comment dire, on pourrait qualifier d'optimiste, dans le sens que, d'après ce qu'on voit de l'humanité actuellement, on peut douter parfois que nous ne soyons pas en fin de cycle, hein, quelque part, et que l'humain n'est pas en train de s'autodétruire, manifestement, à grands coups de pelle et grands coups de bombe. Alors, c'est une dystopie positive, dans le sens qu'il y a là des survivants. Non seulement il y a des humains survivants, mais en plus, ils sont intelligents. Parce que euh, ils ne vont pas reconstruire une civilisation basée sur les gagnants et les perdants. Hein. Ça n'existe plus. Ils ont une chance énorme, c'est d'avoir une hypophyse comparativement à nous hyper développée, avec une excellente gestion de l'ocytocine. Hein, l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour et de l'empathie. Donc ce sont des gens beaucoup plus empathiques. Et ces survivants sont de véritables individualistes. Alors dans ce livre, je traite beaucoup de ce genre de sujet parce que, euh, pour moi, l'individualisme s'oppose à l'égoïsme. Parce que l'individualiste, le vrai individualiste, comprend le respect que l'on doit à un individu, à lui-même, mais comme quand on se respecte soi-même, en général, on a tendance à respecter aussi ceux qui nous entourent. Et donc, ils sont dans un village qui s'appelle le village, puisque c'est le seul village connu où il existe encore des humains dans toute la contrée. Euh, et ils ne vivent pas en communauté. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ils vivent ensemble, ils vivent tous ensemble, mais ce sont des individus qui s'harmonisent, parce que chacun comprend que le meilleur moyen d'être heureux, c'est d'être dans un environnement qu'on rend heureux. Donc c'est une sorte d'alchimie qui se fait automatiquement par le respect que chacun a de soi-même et des autres. Et c'est une société, en guillemets, qui aurait pu, disons, avoir de grands handicaps parce qu'ils sont partis de rien, donc il y a eu des catastrophes, des choses comme ça, ils ont dû partir assez rapidement. Et heureusement, l'endroit où ils habitent, il y a juste au-dessus de leur territoire du village, un vieux manoir qui est habité par une personne mystérieuse qui leur offre chaque année toute une série de coupures de vieux journaux qui leur permet d'évoluer, disons, qui permet de découvrir des instructions ou des enseignements ou des connaissances techniques ou philosophiques ou même de jardinage, hein, parce qu'ils ont dû apprendre à cultiver, etc. Ce n'étaient pas des cultivateurs, c'était des gens qui fuyaient des villes en ruine, etc.
Donc, ces coupures de journaux, qui datent évidemment des journaux qui datent d'avant une période où tout a été numérisé, etc. Donc, effectivement, tout ce qui est numérisé, il n'y a plus aucune trace. C'est pas comme ce film, il ne reste aucune trace, apparemment. Et ces gens-là vont en fait utiliser ces textes de journaux pour continuer ou reprendre l'évolution autrement qu'à l'âge de la pierre. Hein. Ils arrivent quand même à s'y retrouver. Je vais vous lire d'abord un petit bout parce que une toute petite introduction. D'abord le prologue en fait qui s'adresse à vous. Chère lectrice, cher lecteur, il est coutume, pour avoir du succès en librairie, d'ajouter sang, sexe et drame dans les récits pour en améliorer leurs chances commerciales. Je tiens par cette introduction à mettre en garde les amateurs de ce type de sensations fortes qu'ils ne trouveront rien de tel, ou très peu, dans cet ouvrage. Ce livre s'adresse aux rêveurs, aux chercheurs un poil philosophes, à celles et ceux dotés d'une sensibilité ouverte à un certain idéalisme. Peut-être faites-vous partie de ces êtres malheureusement trop rares qui pourraient refaire un monde meilleur. Allez savoir. Donc, ça donne un petit peu la coloration hein, du contenu. Puis ensuite, du passé au présent, c'est aussi une petite introduction qui jette un peu justement la base philosophique de ce livre. Il est plus que probable que l'humanité ait, d'entrée, pris un faux départ. Est-ce environnemental? Était-ce social pour une raison inconnue? Au lieu de s'appuyer sur l'empathie, il semblerait que les premiers êtres de cette planète, dotés d'un début d'intelligence, aient opté pour la paranoïa. Au lieu de prendre la sagesse pour base de son développement, l'embryon d'humanité a choisi l'ivresse du pouvoir. On peut imaginer que le premier être véritablement intelligent ait été écarté par le plus fort du groupe, le gourdin dominant d'emblée la subtilité. L'ensemble de l'évolution en a été dramatiquement imprégné. Bien sûr, on ne peut que supposer ce qui a pu entraîner les humains sur une voie aussi absurde que celle de l'autodestruction. Ce qu'il est possible de comprendre à notre stade des analyses et au vu des rares documents qui nous sont parvenus, renvoie une image assez pathétique de nos ancêtres. Comment ont-ils pu en arriver là? Pourquoi n'ont-ils pas perçu les quantités incroyables de signaux d'alerte? Alors que la nécessité d'un changement de cap s'imposait impérativement, pourquoi ont-ils continué de courir à leur perte? On continue un petit peu comme ça. Donc, c'est bien c'est l'avantage en fait de ce qu'on appelle la science-fiction ou l'anticipation. Personnellement, je préfère dire que je fais de la philofiction parce que je ne cherche pas à être forcément scientifiquement précis par rapport aux inventions que font les personnages dans ce livre, etc. Parce qu'effectivement, ils en inventent beaucoup pour pouvoir survivre décemment. Ils ont quand même dû faire quelques efforts. De ce fait, le livre, il va sans arrêt, si on veut, un petit peu chaque fois y revenir un petit peu à ce thème un petit peu de choix de vie et du pourquoi et du comment on veut absolument toujours acquérir, etc. Alors que Alexandre le Grand l'avait dit, on vient les mains vides, on repart les mains vides. Hein. Il y a pas de... Normalement, il n'y a aucune raison, disons.
c'est tout l'avantage de la fiction, justement. C'est que ça permet d'extrapoler euh, des situations en se basant un petit peu ce qu'on voit dans notre présent. On arrive effectivement à s'imaginer ce qui pourrait se passer autrement. Hein. Toutes les différentes possibilités qu'il y a, les probabilités différentes. Parce qu'en fait, chaque geste qu'on fait a une conséquence différente. Alors, donc, ce livre, il traite effectivement systématiquement euh, dans le registre du parallélisme, justement. Ça pourrait presque être réaliste. Hein, presque. Euh, je ne vais pas non plus trop vous en dire, parce que justement, c'est une chose qu'il faut découvrir, hein, simplement. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais peut-être encore un petit passage que je vais vous lire. Il faut bien l'admettre, sans les coupures de presse et quelques livres, dont la plupart portent des traces de brûlure, comme s'ils avaient été sauvés d'un incendie ou récupérés en fouillant les cendres, nous n'aurions ni gaz, ni électricité, ni mécanique, ni chimie, ni culture. Ce qui restait d'humain dans la région en serait revenu au stade préhistorique, voire pire. Mais dans quel but final prend-il, donc le tigre, à cœur de nous livrer ces documents avec tant de zèle? Quelles peuvent être ses motivations? Apparemment, toutes les analyses des articles reçus démontrent que le tigre est contre toute forme de culte, y compris celui envers sa personne. La première génération de survivants a bien failli, avec sa procession devenue quasi dogmatique, inaugurer une sorte de religion du tigre. Or, c'est du manoir qu'est venu le holà, en modifiant la manière de transmettre les documents, entre autres. Mais aussi par des articles dénonçant les méfaits commis au nom de divers dieux, il n'en demeure pas moins que les motivations restent énigmatiques. Philanthropie, intérêt scientifique, est-ce un passe-temps de snob, une manière qu'aurait un être reclus et paranoïaque de nous maintenir à distance? Ce mystère me chiffonne au plus profond. Je suis persuadé qu'il y a là quelque chose à tirer au clair. Dans un sens, je peux comprendre l'agacement de certains, et si j'avais un chouïa moins d'empathie, j'aurais tendance à me joindre au fameux groupe pour monter à l'assaut du manoir et aller me servir directement chez le tigre. Mais je n'en suis pas là. Je préfère une approche réfléchie et pragmatique. De plus, qu'auraient fait les générations précédentes si elles avaient eu entre les mains des documents inadaptés? Le désespoir peut rendre aveugle, et tout serait sûrement parti en chauffage. Demain, je retourne à la grande bibliothèque, où sont classés tous les articles existants, pour prendre le temps de fouiller en profondeur, sans me laisser distraire. Il y a toujours plusieurs personnes sympathiques qui s'y trouvent, pour relire les textes vieux journaux, les analyser, ajouter leurs remarques dans les registres. Il est extrêmement aisé d'être happé par d'agréables discussions. Personnellement, je vais me concentrer sur cet aspect de synchronicité si précise entre les besoins du village et les lots d'extraits de journaux anciens. Quel délai y a-t-il entre la prise de conscience d'un besoin et l'arrivée d'un article y répondant? Peut-être que le tigre a, de lui-même, est caché entre les lignes, déjà donné les indications nécessaires pour lucider cette énigme.
Comme Holt à l'époque, je suis très porté à la compréhension des motivations humaines et je conçois tout à fait, à l'instar de Holt, qu'on puisse s'intéresser à l'ethnopsychologie. Sérieusement. Pour l'instant, l'humeur est à la détente. Appuyée contre une paroi, ma guitare me fait des clins d'œil. Je l'attrape, et avec une nouvelle fois l'espoir d'en tirer une mélodie bien tournée, me met à égrener des notes. La musique est comme l'amour, elle caresse le cœur, calme les pensées et fait vibrer tout le corps d'une intense appréciation de vivre. Le personnage d'Octa je pense, hein, comme quand on écrit un livre, on y met toujours un petit peu du sien. Donc effectivement, quand on suit Octa, on suit un petit peu l'auteur, hein, je dois l'avouer. Euh, et c'est pour ça aussi que ce livre a effectivement, ben, comme n'importe quel livre comme ça devrait l'être dans n'importe quel livre, a une lecture à différents niveaux. Hein, il y a cet aspect sociétal, mais il y a aussi l'aspect de la psychologie d'une personne particulière, et ensuite sa relation avec les autres. Et je traite aussi de tout un tas de sujets qui sont pas à la mode, parce que je m'en fiche de la mode, mais disons que je traite aussi de différents aspects, comme par exemple dans le village, c'est tout à fait normal et commun, il y a ce qu'on appelait les hermaphrodites, tout ce qu'on appelle actuellement, je ne sais plus, intersexes ou transsexes ou peu importe. Enfin bref, simplement que cet, cet ensemble de personnes qui sont là, cet ensemble d'individus, se donnent chacun la liberté de vivre, d'exprimer ce qu'ils ont en eux d'une manière absolument spontanée. Il n'y a pas, il y a aucune, personne là, dans cet endroit-là, n'a la crainte du qu'en dira-t-on. Euh, Personne n'imagine créer des ragots. Enfin bref, toutes ces choses qui paraissent parfois tellement naturelles de nos jours, eh bien, ce sont des choses qui sont absentes dans ce type de société. C'est pour ça que ça peut aussi être intéressant euh, de se pencher sur ce bouquin, parce que effectivement, il y a quand même, j'ai essayé d'avoir vraiment un point de vue, un angle de vision euh, vraiment différent, vraiment décalé par rapport à l'habitude qu'on a. Alors j'espère que vous allez vous intéresser à ce livre. Je ne vais pas faire trop long parce que je n'aime pas les podcasts interminables, ces choses qui durent des demi-heures ou voire même trois quarts d'heure. Donc, juste pour que vous encourager de commencer par celui-là. Alors voilà, donc je vous remercie de votre attention. C'est sympathique que vous ayez eu la patience de regarder jusqu'au bout. J'espère que nous aurons l'occasion effectivement de nous voir en présentiel, comme c'est la mode de le dire maintenant. Je vous remercie et alors à bientôt, effectivement. Merci.